L'entomophagie, je viens d'apprendre un mot, tu vois. Ah, L'entomophagie, en fait, ce sont les humains qui mangent des insectes. Mais en fait, c'est une tempête dans un verre d'eau, en fait. Si tu veux mon avis, exactement. bon, je me suis exprimé aussi, voilà, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Tempête dans un verre d'eau, parce que premièrement, on nous fait un pataquès avec les insectes, mais on mange les insectes depuis 91 lorsqu'ils ont intégré les cochenilles pour faire un colorant qui s'appelle le carmin, c'est le E100, c'est le E120, il me semble. Euh, et donc, voilà, c'est un colorant E120, ouais, c'est un colorant à base de cochenilles. Je ne sais même pas si les végans sont au courant de ça, tu vois. Salut à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec mon ami Gilles Lartigot. Gilles, bonsoir. Salut Pierrot. On s'entretient là officiellement, parce qu'on s'entretient aussi en privé, mais bon, on ne va pas tout partager. Bon, évidemment. Évidemment. Alors, Gilles, est-ce que tu t'es préparé, comme nous serons tous amenés peut-être à le faire, à non pas être vegan, non pas être carnivore, non pas être omnivore, mais être insectivore? Est-ce que tu Ouais, t'es ça s'appelle préparé quoi? à bouffer des insectes? L'entomophagie. Je viens d'apprendre un mot, tu vois. Ah, L'entomophagie, en fait, ce sont les humains qui mangent des insectes. Mais en fait, c'est une tempête dans un verre d'eau, en fait. Si tu veux mon avis, exactement. bon, je me suis exprimé aussi, voilà, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Tempête dans un verre d'eau, parce que premièrement, on nous fait un pataquès avec les insectes, mais on mange les insectes depuis 91 lorsqu'ils ont intégré les cochenilles pour faire un colorant qui s'appelle le carmin, c'est le E100, le 120, il me semble. Euh, et donc, voilà, c'est un colorant E120, ouais, c'est un colorant à base de cochenilles. Je ne sais même pas si les végans sont au courant de ça, tu vois. Donc, on en intègre et puis on mange tellement de saloperies, tu vois, chimiques dans l'alimentation. Il y a un truc de fou. Là, tu vois, je relisais le premier bouquin. Tu vois, j'ai mon parrain, Pierre-Marie Martin, qui est malheureusement le professeur émérite, donc oncologue, et puis celui qui m'a parlé donc, des perturbateurs endocriniens, parce qu'il était un peu à l'origine de cette aventure-là, cette découverte, disait qu'en fait, l'industrie de la chimie, hein, l'industrie chimique, a produit quasiment 50 000 molécules. Il y en a 30 000 qui sont aujourd'hui, je dirais, en circulation, que ce soit voilà, dans l'air, les polluants, etc., mais notamment dans l'alimentation. Tiens-toi bien, ils ont créé donc, un organisme, c'était dans les années, tu vois, j'ai révisé un peu le sujet, tu vois, ils ont créé le Centre international de recherche sur le cancer, donc un organisme unique en son genre fondé en 1960 par nos amis de l'OMS, tu vois. Pour tester en fait ces molécules. Sur les 30 000, ils en ont testé uniquement 2800. Et sur les 2800, il y en a 360 qui sont déclarés comme cancérigènes ou carcinogènes. Donc voilà, en fait, on fait une information sur en fait une non-information. En creusant un petit peu, tu vois qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui consomment des insectes quasiment au quotidien, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, les aborigènes, voilà, en Australie, etc. Je crois même en Amérique du Sud, enfin il y a plusieurs pays, 2 milliards de personnes, c'est quand même bon. Et il y en a. C'est pas toujours un super bon exemple, hein. Non, non, Mais c'est bon, sûr, mais bon, non, mais si on voit au niveau anthropologique, voilà, c'est important. Il y en a 2 milliards en plus qui les consomment épisodiquement, donc ça fait 4 milliards de personnes qui bouffent des insectes. Bon, voilà. en Afrique, j'en ai consommé. Bon, ça n'a aucune. En fait, gustativement, ça n'a aucune valeur. Non. On est d'accord. Par contre, c'est vrai que ça a une valeur nutritive. J'ai été Ouais. surpris parce que j'ai creusé quand même, tu me connais un petit peu. Donc c'est vrai que ça a quasiment à l'index, c'est-à-dire au niveau au poids, rapport pourcentage poids, au niveau des protéines, il doit y en avoir quasiment du 20% pour 100 grammes, ce qui est l'équivalent voilà, des œufs, ce qui est l'équivalent du poulet ou de la viande, etc. Tu vois, entre voilà, 15 et 20. Donc ça fait un aliment qui est voilà, assez peu glucidique également, avec peu de lipides. Il y a évidemment des fibres. Donc, tu ne peux pas enlever la qualité nutritionnelle voilà, des insectes. Maintenant, j'ai vu la loi qui a été adoptée à l'Union européenne, donc c'est 5%
là, ils ont autorisé, donc c'est les grillons, c'est ça? Ils avaient déjà autorisé les criquets et les vers de farine. Les vers de farine, il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle, parce que pour tes poules, ça peut être excellent. Tu as des œufs de notre monde avec les vers de farine. Mais les vers de farine, là, depuis quelques mois, ils ont doublé, voire triplé, hein. Donc, tu sens qu'il y a un business, en tout cas, derrière. En tout cas. Donc, voilà, c'est de 5%. Donc, 5%, ça va être dans quoi? Dans des pains, dans des pizzas, voilà, dans des plats préparés. Bon, moi, tu sais, voilà, mon positionnement, j'évite les plats industriels, je reste sur la cuisine, je reste sur des fondamentaux, les aliments non transformés. Donc, voilà, tu n'as pas de risque. Après, quel est l'objectif derrière tout ça? Je t'avoue que c'est relativement, pour moi, mystérieux, opaque. Toujours, il y a une question d'argent, parce que le monde dans lequel on vit fonctionne sur ce principe que là où il y a du profit à faire, il faut en profiter. L'envie de... Alors, on en avait parlé en off, mais il y a une hypothèse qui est une hypothèse toujours alors, très complotiste, et je ne peux pas l'étayer, je ne peux pas l'approuver, mais un petit instinct qui me fait penser que il y a aussi une progression vers une forme d'humiliation de plus en plus grande de la population de la part de ceux qui tirent, en fait, qui possèdent le monde, qui possèdent une grande partie du monde, et que si on veut nous pousser un jour à manger des cadavres, il faut bien passer par plusieurs étapes. Alors, on en est encore très loin, on est encore... et c'est très possible que cette hypothèse, je ne dis pas que j'y crois, cette hypothèse, elle soit un petit peu farfelue. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, je vais te donner 2 anecdotes. La première, c'est que peut-être tu t'en souviens, dans la fin des années 70, quand McDonald's commençait à apparaître et à s'implanter en Europe, c'était encore assez nouveau. Tu sais, le premier McDonald's en Italie, je faisais mes études en 1989, et c'est en 1990, en juin 90, qu'a ouvert le premier McDonald's à Milan. Et donc, c'est relativement récent Bien sûr. dans les changements de la manière dont on s'alimente. Et surtout en Italie, mais le premier était à Genève en Europe en 1973. Et donc, comment dire, j'ai perdu le fil avec mon histoire de... Oui, il y avait cette rumeur comme quoi McDonald's mettait de la viande, faisait de ses hamburgers à base, c'est une rumeur malveillante évidemment, à partir de vers de terre. Et c'était un cas d'école en management qu'on étudiait, de communication, puisqu'évidemment, dans ce genre de situation, l'erreur, c'est de nier, c'est de dire non, c'est pas vrai. L'erreur, c'est de montrer des tests de laboratoire en regardant. Vous voyez bien que les scientifiques indépendants ont dit que c'est du bœuf. Les gens n'y croient pas, ils vont dire vous les avez payés, c'est faux. Bon. Eh bien, ils sont allés par la logique du business. Ils se sont dit écoutez, on y a pensé, c'est trop cher. C'est beaucoup plus rentable d'utiliser du bœuf. Ouais. Et ça, c'est une première anecdote. La deuxième anecdote, c'est quelqu'un l'autre jour qui me disait « Tu as raison avec ces insectes, c'est du capitalisme, c'est l'oppression du peuple par les riches, etc. Tout ça, c'est pour nous empoisonner, c'est dégueulasse. Bon, écoute, viens, on va manger un truc, mais j'ai pas trop d'argent, j'ai pas trop le temps. Ça te dérange pas si on va chez McDonald's ?» On va manger un steak au ver de terre. Ouais. Donc, tu vois, tu as raison, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais ce qui est utile, c'est que c'est un sujet qui touche, tu sais, là, tu l'écris dans tes livres, et ceux qui nous regardent, je vous encourage à les lire, ils sont géniaux. Il y a un élément extrêmement intime dans la nutrition, dans la bouffe. On mange avec nos amis, on mange en famille, on mange avec nos parents quand on est petit, on mange au sein de notre mère quand on est nourrisson. Il y a un lien affectif avec la nourriture. Et l'être humain, culturellement, et c'est le cas en Europe et aux États-Unis, nous avons du dégoût avec une certaine forme de nourriture, parfois à mauvais escient. Regarde comme les Américains ne comprennent pas. Ce soir, je vais me cuisiner du lapin. Les Américains vont me dire c'est horrible, un lapin, c'est un animal de compagnie, c'est un animal pour les enfants. Ils sont dégoûtés quand on leur explique qu'on mange des escargots en France. Alors que, ou des grenouilles, ouais. Et inversement, voilà. Donc là, on peut utiliser cet aspect sur les insectes pour communiquer sur ce que tu viens de dire, sur retrouver, et c'est ce que tu expliques dans tes livres, et peut-être tu peux nous en parler, retrouver en fait une nutrition qui est saine pour nous.
Une nutrition qui est saine, c'est qu'il faut. Il n'y a pas eu de progrès, si tu veux, dans l'alimentation. Il y a eu un progrès industriel, technologique. Là, il y a un progrès également avec toute cette fausse viande. Il faut savoir que Beyond Meat, qui est, je dirais, un des leaders dans cette, entre guillemets, fausse viande. En fait, c'est du simili-carné. Pour moi, dans mes conférences, je montre un extrait de l'aile ou la cuisse, tu sais, où il y a du chemin et tricatel, tu sais, dans cette usine où ils t'envoient le poulet et puis ils te le peignent. C'est exactement ça, en fait, la nourriture végane, en fait. C'est ça, tu vois. D'ailleurs, j'ai profité pour faire une mise au point. Je ne suis pas végan, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours soutenu le combat des végans, notamment par rapport à l'élevage industriel. Voilà. Si on a un peu de logique, de cœur et voilà, de raison, on ne peut pas accepter. Voilà, et on nous a poussé à manger de la viande comme ça à tous les repas. Et en fait, on a produit de la viande à bas prix. Voilà. Si encore cette viande, elle ne nous causait pas des maladies, ce problème, il y a plein d'oméga 6, pro-inflammatoires, voilà. Quand on dit que la viande crée le cancer, je ne suis pas d'accord avec ça, tu vois. Je ne suis pas d'accord, c'est un raccourci. Il faut voir la quantité, il faut voir la qualité de la viande. Là, je vais discuter demain avec Fred Evrard, c'est quelqu'un qui s'est guéri du cancer d'un stade 3 du côlon grâce à du jeûne. Et ensuite, là, il se rétablit, il se reconstitue rien qu'en mangeant de la viande et des œufs. Donc du jaune d'œuf, tu vois, donc très lipidique, etc., des acides gras animaux, donc saturés. Mais il explique que la viande, en fait, il a un agriculteur qui est en bas de chez lui, il a un éleveur en bas de chez lui. Il a dit que si j'achetais pas, moi, ce type de viande, je n'en mangerais pas. Tu vois. Il faut bien faire la différence. Les œufs, c'est pareil. Tu as les œufs industriels et tu vas avoir les œufs bientôt de tes poules, je l'espère, comme les miennes, qui vont te fournir des œufs équilibrés en oméga 3, oméga 6. Ça, tu peux en manger 2, 4 par jour, il n'y a aucun souci. Si tant est que tu aies un foie en bon état, tu vois, voilà, que tu sois en santé, il y a toujours, tu vois, des exemples. Mais pour en revenir à Beyond Meat, qui y a derrière? Il y a Bill Gates. On a créé un marché, si tu veux, le marché des végans. Le véganisme, c'est un combat politique. C'est pas un mode alimentaire, en fait. Tout le monde a fait cette erreur-là. Et aujourd'hui, moi, je suis un peu en colère par rapport à ça, tu vois, parce que déjà, j'ai vu que quelques personnes se servaient de mon image. Alors, c'est fort de cacao, quoi. Ils se servent de mon image avec des extraits, bien sûr, avec des choses sorties de leur contexte, tu vois. Donc, tu mesures pas tes propos. Et derrière ça, soit ils vendent des recettes de cuisine ou des plans en se disant, ben, en 3 mois, je vais faire de toi un athlète végan. Non, mais attends, c'est fort de cacao. Donc, il fallait que je fasse quand même une mise au point, d'accord? Donc, mais pour en revenir, si tu veux, à cette fausse viande, bien sûr que ça va être un business. Et je suis persuadé qu'une certaine élite va continuer de toute façon à manger, mais là, de la viande de très très bonne qualité. J'ai lu un commentaire, d'ailleurs, tes posts sont intéressants sur ton Patreon, mais les commentaires de tes abonnés sont intéressants également. Hein. Ils enrichissent beaucoup tes propos. Il y a quelqu'un qui citait la série plutôt, je n'ai pas regardé, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, c'est Snowpiercer, ce train en fait, voilà, donc où là, voilà, on va donner en fait des restes, quoi, tu vois, une nourriture, voilà, qui est réservée comme ça à la plèbre, hein, donc, et puis une autre nourriture qui est réservée donc voilà à l'élite. Bien sûr que l'élite se protège des ondes, bien sûr que l'élite va se protéger d'une nourriture voilà, qui est contaminée, en fait, on peut le dire, nourriture contaminée. Est-ce que les insectes, ça va dans cette dynamique-là? Quand même, les insectes, ce sont des animaux qui bouffent les insectes, tu vois. Si on sort, nous, on est des Occidentaux, on mangera jamais comme voilà, en Asie, tout le monde est allé manger ces criquets, ou même les scorpions. Je crois qu'on bouffait aussi du scorpion grillé, enfin voilà. Aucun goût, c'est pas notre culture. Ils n'auraient jamais à l'imposer. Mais je me demande pourquoi ils autorisent, pourquoi ils en mettent que 5%, peut-être enrichi en protéines, tu vois, pour enrichir, tu vois, leur formule nutritionnelle, peut-être. Tu te souviens, alors, je crois que c'était Thierry Soucard qui avait écrit un livre très, très édifiant sur le lait en Europe. Les mensonges et propagande. Exactement, qui est un très bon livre, qui avait montré qu'en réalité, alors est-ce qu'on peut dire que ça partait d'une bonne intention de la part des autorités d'occupation de l'Europe américaine, hein, pour le coup, qui, après 1945, se dit comment est-ce qu'on peut fourguer le maximum de protéines et de calories, surtout de calories, à la population européenne qui sort de la guerre, qui a besoin de rebouffer après, surtout l'année 1944-45 très dure, avec un hiver très froid, avec des champs dans les champs de bataille, en fait, écrasés par la guerre.
Et finalement, ils se sont dit, on a une industrie laitière, surtout aux États-Unis, mais qu'on peut développer en Europe, et on va fourguer du lait, du lait, du lait. Or, les gens, ils ne sont pas habitués à bouffer du lait en Europe. On en mange un peu, il y a un peu de fromage, mais c'est très faible, traditionnellement, ce que l'on mange. Et là, eh bien, ils ont poussé, et on en est arrivé à les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie. Tu en Ouais, parles dans... ouais. Et puis après, il y a du pognon qui se fait dessus, et on n'arrête pas, on n'a pas arrêté. Bien sûr, c'est une industrie. Après, tu vois, après 10 ans de recul comme toi aussi, tu vois, on revient un peu, non pas sur nos propos à l'époque, mais je pense que notre pensée, elle a évolué. Et tu vois, par rapport au lait, peut-être en se replaçant à l'époque, c'est très dur de juger l'histoire, hein, parce que nous, on sait ce qui s'est passé après. Voilà. Euh, je peux me dire que peut-être ça partait peut-être d'une bonne intention. Voilà, comme Edgar Pisani, pareil, on applique le plan Marshall et puis on va remembrer les terres, on fait rentrer les machines-outils pour produire plus, voilà, pour nourrir la population. Il faut se remettre dans ce contexte-là. Tu vois, le lait, en fait, on a du mal à le digérer parce qu'on produit donc une enzyme dans nos intestins qui est le lactase, qui permet de nous digérer le lactose. Mais tu vois, les peuples du Nord, Fred Delavier en parle très bien, ça, tu vois, donc sont plus habilités à consommer donc du lactose, donc des produits laitiers fermentés ou pas, que les peuples du Sud. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils ont continué à les consommer après, je dirais, leur sevrage, parce que ce lactase, en général, vers 5-6 ans, tu n'en as plus. Voilà. Mais certaines populations ont gardé, tu vois, produit du lactose, peut-être de façon, voilà, c'est peut-être pas forcément naturel, mais en tout cas, en consommer comme ça petit à petit. Aujourd'hui, on peut consommer 30 grammes de fromage par jour. Il n'y a aucun risque pour ça. Tu vois, c'est la quantité aussi qui fait le poison par rapport à ça. Non, absolument, absolument. Et c'est vrai que tu parlais de Patreon. Toi et moi, nous sommes actifs, on sévit sur Patreon. Nous avons la chance d'avoir justement des gens qui nous suivent, qui apportent du plus. Et souvent, voilà, on en revient à une discussion qu'on avait eue à Montréal il y a une dizaine d'années. Et 10 2000, ans, c'est en 2012, mon ami. On il va y a fêter 2000, ça. Ouais. voilà. Ouais. Qui expliquait que, voilà, d'une part, parce que nous avons des habitudes alimentaires qui sont très enracinées dans notre émotionnel, dans notre historique personnel, et parce qu'on entend tout et son contraire depuis toujours sur les médias et Internet a en fait amplifié ce phénomène depuis une quinzaine d'années. Lorsque les gens te disent, il faut manger, alors moi je dis toujours, il faut manger frais, local et de saison. Après, on fignole dessus, on travaille dessus, viande, pas Ouais. viande, de qualité. Voilà, qualité, saison, locale. Mais il y a toujours de la controverse, il y a toujours de la discussion, et c'est bien, Mm. ça enrichit. Alors justement, 10 ans après Hit, quelques années après Hit 2, où est-ce que tu en es arrivé, si tu pouvais conseiller nos amis qui travaillent leur autonomie, qui travaillent donc le changement de leurs habitudes alimentaires, euh, sur qu'est-ce que tu leur conseillerais comme tendance, comme voie à suivre pour Alors, bien se nourrir et avoir je une bonne pense, santé? alors je ne connais pas bien ton public, je sais on a des membres comme ça qui sont en commun, mais bon, j'ai quand même une idée assez précise, tellement longtemps que je te suis et c'est réciproque. Je pense qu'il y a une partie de ton public, en fait, qui se désintoxique. Voilà, c'est des junkies. Je dis ça pas méchamment, mais en fait, Ah, mais on est accro à la nourriture parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le constat suivant, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. Réfléchissez bien à ça. On mange plus par gourmandise que par nécessité. Quand on dit, voilà, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, mais c'est bon au goût. Est-ce que c'est bon nutritionnellement? Et tu vois, cette question-là, je la relie au travail aussi de Kluskar, tu vois, qui a écrit Néofascisme et idéologie du désir, où la société, dans les années 60, a commencé à abandonner la consommation pour répondre à leurs besoins, mais on s'est adonné à cette consommation pour répondre à nos désirs. Les besoins sont limités, les désirs sont illimités. Question de marché, on se rejoint là-dessus. Voilà, on va pas développer ceux qui te suivent, qu'on connaisse la rengaine. Mais je l'associe aussi à la nourriture, tu vois. Parce que aujourd'hui, en fait, on mange trop, on mange parce qu'on est addict à des goûts sucrés, à des goûts forts, à des saveurs. Nos grands-parents ne se posaient pas la question. Ils s'en foutaient des protéines, des oméga 6 et des trucs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils mangeaient non transformés. Et ce que tu dis, frais, local, de saison. Et ils ne mangeaient pas plus que de raison. Ils mangeaient pour vivre, ils ne vivaient pas pour manger.
Et on se faisait plaisir, toi et moi, on nous amenait le dimanche au restaurant. Waouh, tu vois, dimanche au restaurant, tu t'habillais, là, c'est fête. C'est dîner de fête, tu vois. On peut faire des écarts. Donc, en fait, on a complexifié l'alimentation. Je pense avoir fait partie aussi de ce phénomène-là, hein, peut-être indirectement. Mais on a complexifié cet acte tout simple qui est celui de manger. Donc là, il faut en fait se déshabituer à cette modernité, d'avoir un plat comme ça tout préparé. Lundi, c'est vietnamien, le lendemain, c'est couscous, après, c'est pizza surgelée, micro-ondée, etc. Il faut oublier ça. Mais lorsque tu dis ça, il faut récupérer du temps pour faire la cuisine. Je sais que toi, tu adonnes à la cuisine, voilà. On est tous plus ou moins doués, il faut que ça plaise. Si on fait quelque chose par contrainte, c'est compliqué, ça ne dure pas dans le temps, en fait. Tu vois, c'est un peu comme notre démarche de résilience. Le survivalisme, tu ne vas pas t'obliger à le faire. Tu prends plaisir, tu kiffes quand tu fais des trucs, tu te dis, ah, mais ça, je pourrais m'en servir, ou ça, je m'en sers. Je t'ai vu quand il y a eu la panne d'électricité, tu avais l'air content, en fait. Firal, oui, content, il a sa petite lotion, tout marche, il fait frais et tout, c'est bien. Et je Et oui, on continue est à travailler. content. Mais Attends. tu sais, vraiment, quand on s'est connus, voilà, c'était quasiment en 2010, voilà, je vivais dans les bois avec Valérie. Bon, quand on faisait des dîners, on n'avait pas d'électricité pendant 2-3 jours, moins 40 dehors. Bon, voilà, tu as le poêle à bois, tu ouvres les boîtes, tu vois, le truc. Là, tu vois, les boîtes que j'ai redécouvert, je t'avais partagé la recette, là, ces boîtes Oui, donc, de haricots sauce tomate. Eh ben, oui. tiens-toi bien, là, je viens de remarquer que j'en achète régulièrement. Les dernières, il y a moins de haricots. Oui. Ils ont diminué la quantité de matières premières. Il y a un peu plus de sauce tomate. J'ai ouvert la boîte, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y en a moins. Effectivement, j'ai regardé, il y avait, je crois, au lieu de 55%, il n'y en avait plus que 50%. Mais tu as vu cette tendance-là qui diminue le poids? Oui. C'est quand même des vicieux. Hein. Diminue le Au sein poids de- ou la qualité des produits. Alors, c'est vrai que. Alors, d'ailleurs, autre petite anecdote, parce que c'est souvent par des petites anecdotes qu'on peut illustrer les propos. Autant on mange le plus sainement possible, et comme tu dis, on est addict, et j'en suis un, et malgré. C'est très difficile Bien d'y sûr. aller progressivement. Oui. Mais, mais clairement, et puis ça dépend des phases. Il y a des phases, par exemple, là, je suis enfermé, j'écris. Je me suis acheté une fois par semaine la nourriture pour la semaine. C'est en hiver, le potager ne produit rien. J'ai encore Ouais. des soupes avec, j'ai des restes de choux, de betteraves avec lesquels je rajoute des oignons et je fais mes petites soupes, etc. Mais à Noël, pas pendant les vacances de Noël où j'étais aussi en train d'écrire comme ça en ermite pendant une semaine, j'ai ouvert l'armoire et je regarde s'il n'y a pas des trucs un peu périmés, parce que de temps en temps, il faut retourner un peu les stocks, etc. Et j'ai toujours des plats pré-cuisinés, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai au cas où tu arrives le vendredi soir Ouais, tard ouais, avec les ouais. enfants, ils ont faim, il faut leur faire un truc, tu t'emmerdes, tu Bien mets ça au sûr, four. tu peux être occasionnel, bien sûr. Donc j'en ai trois ou quatre. Et je suis tombé sur ces barquettes de cassoulet, de, Je l'ai lu, ouais. euh, de cassoulet qui étaient périmés, Périmé. donc que tu trouves en France. Il m'arrive de faire mes courses en France, du cassoulet périmé en barquette, donc hyper conservant, agent conservateur à fond, Ouais, donc vraiment ouais, dégueulasse, ouais. et pas très bon au goût, mais bon, voilà, ça nourrit les gosses quand ils sont Ouais. fatigués, et quand on arrive à 11 h du soir un vendredi. Et c'était périmé de 1 an et demi, je crois. Ah oui. C'était quand même sacrément périmé. Et Ouais. donc je me dis, bon, bah j'ouvre, ça sentait pas mauvais, j'ai cuit à la poêle, pas au micro-ondes, parce que là, je voulais être sûr que ça cuise Ouais. longtemps. Ouais. Et j'ai bouffé ça, rien, pas de problème, etc. Et quelque part, je me suis dit, d'un côté, bah, tant mieux, je suis pas mort. D'un autre côté, Ouais. je me suis dit, c'est quand même dégueulasse qu'ils arrivent à mettre dedans pour que du cassoulet puisse tenir. Parce que c'est pas de la Ouais. conserve. Après, il y a une logique. Une conserve peut tenir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tant qu'il n'y a pas d'air, les Ouais. bactéries ne se développent pas. Mais putain, la vache, quoi. C'est quand même sacrément un signe de. Faut pas bouffer ça tous les jours, quoi. Bah, tu as ces agents, je sais pas, c'est des agents donc, de conservation. Il se trouve qu'aujourd'hui, les corps ne se décomposent quasiment plus. Parce qu'on consommerait beaucoup trop, en fait, de. Tu as lu ce genre Et d'études, hein, voilà, moi j'ai ces retours aussi, hein, de gens qui travaillent dans les cimetières et tout. Tu as toujours des compressions, je dirais, de corps lorsqu'il faut réduire, voilà, les corps dans les tombes. Mais aujourd'hui, ça pose des problèmes. Donc voilà, il faut.
Après que ça reste exceptionnel, voilà, tu arrives tard le soir, bon, essaye quand même d'avoir des choses de qualité. Il y a des choses de qualité aussi, tu vois, en aliments transformés, en aliments industriels. Quand vous tapez dans je dirais, non pas de bonnes marques, mais voilà, il y a des marques qui sont un petit peu plus, je dirais, éthiques aussi que d'autres, et de qualité. Il faut toujours en avoir. Moi, tu vois, mon congélateur, hein, j'ai des fois des petits magnums, hein, tu vois. Parce que, voilà. Mais j'arrive, tu vois, à contrôler cette gourmandise. Des fois, j'ai envie de sucrer, je croque juste dans un magnum, tu vois. Je croque. Je te assure, après, je le remets au congélateur. Valérie me dit, non, mais finis-les, mais j'ai pas envie, en fait. Juste un peu, ça me suffit. Par contre, je suis des gens au niveau de leur transition alimentaire, là. Y en a certains, je leur dis, évite d'en avoir, parce que je sais que toi, si tu Oui, en prends un peu, ben, tu vas manger le tout. C'est comme le carré de chocolat. Tu peux manger un carré de chocolat. Si ça te pousse à manger toute la tablette, voilà, il vaut mieux pas manger ne serait-ce qu'un carreau. Voilà, tu vois. Donc on n'est pas tous égaux. Et c'est vrai que ce problème de gourmandise, quand même, il est extrêmement prégnant. Moi, je pense, sans forcément me tromper, je pense pas que cette addiction, elle est encore plus forte que les drogues dures, hein. Je pense qu'elle est plus forte que les drogues dures. Cette drogue au sucre, notamment, hein. c'est ça, j'allais Ouais. dire, le sucre est connu parce que c'est un élément tellement rare dans la nature, en tout cas tellement difficile à accéder Ouais. pour l'être humain, à l'état naturel. Je veux dire, il n'y a que la canne à sucre. La betterave, c'est récent, on ne savait pas le faire avant. La canne à sucre, impossible de le faire sans la mécanique, et puis et sans des presses, en fait, qui Ouais. peuvent être hydrauliques, mécaniques, Ouais. etc. Et puis, avant ça, c'était que le miel. Donc, on n'est pas habitué, donc on est tellement. Et ça fait un effet sur le cerveau qui est équivalent à des stupéfiants de Ouais. type cocaïne. Et effectivement, et ça fait ces pics de glycémie. C'est pour ça que si on ne fait pas gaffe, on a faim toutes les 2 heures. Oui, après, ça dépend. Tu peux contrôler ta glycémie. D'ailleurs, si on mange quelque chose de sucré, il vaut mieux le manger en fin de repas. Tu vois? Parce que on appelle ça la charge glycémique, c'est-à-dire chaque aliment a un index glycémique, mais en fait c'est la moyenne de ton bol alimentaire qui fait que voilà, tout ça va se pondérer. Donc il vaut mieux manger par exemple une part je sais pas, tu fais une tarte tatin, il vaut mieux la manger en fin de repas qu'en milieu de repas, qu'en milieu de journée, tu vois, pour le goûter, etc. Moi personnellement, je suis pas très dessert. Voilà, je pense que le dessert, c'est quelque chose qui est superflu. Le petit déjeuner, on pourra y revenir aussi, mais bon, après, ça dépend, je dirais, des activités de chacun. Mais en tout cas, je pense qu'on mange plus que de raison. L'ensemble de la population mange plus parce que, tout simplement, elle est en surpoids. Et ce surpoids n'est pas forcément normal. Alors, je veux bien, bon, moi, je fais beaucoup de gym, j'ai un métabolisme extrêmement rapide, donc j'ai du mal à faire du gras. Donc, je serais un peu embêté s'il y a des périodes de jeûne ou quoi, je serais le premier. Voilà, vous pourrez me consommer, tu vois. Par contre, il y aura de bonne viande. Par contre, je te promets, il y a de la barbaque, tu vois. Je pourrais en ouvrir quelques-uns. Mais voilà, quand tu as du gras, comme dit la Camelote, le gras, c'est la vie. Et c'est vrai qu'après, tu tapes dedans, ce sont des réserves naturelles. Je suis d'accord avec tout ça, d'accord? Mais tu vois, le problème de l'alimentation, c'est aussi lié à notre image, l'image que nous renvoyons. Nos grands-parents ne se posaient pas forcément les questions. En tout cas, je sais qu'ils ne se faisaient pas des selfies, tu vois, ou ils n'utilisaient pas les réseaux sociaux pour mettre leur plastique en avant. Voilà. Ils venaient d'un monde, nos grands-parents, donc ça remonte à la guerre, à la Deuxième Ouais. Guerre mondiale. Jusque-là et avant, il y avait quand même des périodes de famine. La nourriture n'était pas fréquente, c'était quand même difficile. Alors, ça variait évidemment. En été, on mangeait beaucoup parce qu'il y avait l'abondance, mais l'hiver, le printemps surtout, il y a que dalle. Oui, Et c'est la fin donc, de l'hiver. Ouais, ouais, il n'y avait pas forcément les connaissances. Ça aussi, on s'imagine, nos ancêtres n'avaient pas les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, qui sont excellentes, ouais. pour voilà, mélanger les graines, les sélectionner. On a des productivités et des graines qui sont capables d'être plus précoces, plus tardives. On a toutes choses étant égales par ailleurs, en gardant la qualité, si on y arrive, hein, Mm. euh, on est capable de faire beaucoup plus aujourd'hui avec les connaissances qu'on a accumulées. Et c'est là où en fait il y a un gâchis, c'est que on aurait cette possibilité de faire beaucoup mieux, meilleure qualité, mais malheureusement, et on le fait, puisque comme tu le disais, les élites, les gens, on le voit, les riches ne sont pas gros, alors qu'il y a 150 ans, c'était les riches qui étaient gros. C'était l'inverse, ouais. Ouais. Et exactement, ce sont les pauvres qui deviennent gros parce qu'ils bouffent des chips, etc. Enfin, et donc, et du coca et du sucre. Mais cette qualité, on pourrait, par la connaissance, et c'est pour ça que tu fais un travail qui est important, et c'est peut-être pour ça que tu as été rapidement banni des médias
après un succès initial, ils ont vite compris que non, mais bouffer naturel. C'est pas ça qui va écarter, c'est surtout d'avoir fait intervenir Nicole Delépine, tu vois, dans le deuxième, où je le relisais encore, et c'est vrai que quand elle fait le constat comme ça de la privatisation du système de santé depuis les années Mitterrand, avec le plan Juppé, la création des ARS, etc., elle déroule, si tu veux, toute l'évolution du système de santé, et j'en ai même appris à je dirais, à des jeunes médecins ou des jeunes infirmières là, qui ont commencé dans les années 2000, ils ne savaient pas ce que c'était avant les années 80, tu vois. Et plus la liberté de soigner, etc. Bon, tout est parti en vrille avec quand même cet objectif de vendre à terme à la découpe le service de santé et l'hôpital français. Voilà, tu parlais de l'école, là, donc tu avais fait un post très intéressant, notamment par rapport à un lien que tu as envoyé là, sur la dégénérescence de l'école. Mais dans les hôpitaux, c'est pareil. Là, j'ai un ami. Comme quoi, la gym, ça peut être aussi dangereux. Tu vois, il y a 2 jours, il fait des triceps avec une machine qui était fixée à un mur. Ben, il se trouve que la machine s'est désolidarisée, la machine lui est tombée dessus. J'étais juste à côté, je lui ai levé, on a fait venir les pompiers, etc. Donc, il avait eu très mal au dos. Il est parti donc à l'hôpital, l'hôpital de une petite ville à côté d'Aubagne. Il est parti à 11 h du matin. J'ai appris qu'il avait passé la nuit dans les couloirs. Oh, la vache. Il a passé la nuit dans le couloir, mal de chien. Ils n'ont pas pu le traiter parce qu'ils ont fait la radio, donc petite, en fait, une vertèbre qui est fendue. Là, ils l'ont descendu à la Timone à Marseille pour l'opérer aujourd'hui. Il faut faire très attention, quoi. Le système de santé aujourd'hui est complètement paravolo, et je pense avoir été écarté à cause indirectement de Nicole, parce que c'est pas moi qui déclare. Quand elle dit, tu vois, là, je faisais préparer la punchline pour demain pour Instagram. Elle dit, mes patients me disent que les centres anticancéreux, en fait, ce sont des centres de concentration. Le mot est très très fort, tu vois. Mais voilà, c'est réellement ça aujourd'hui. Donc il faut être conscient que notre santé passe en tout cas par l'alimentation. Voilà, ça c'est une évidence. Je ne dis pas que l'alimentation aujourd'hui nous tue, en tout cas, elle nous rend malade. C'est une évidence. Mais si on arrive au maximum à écarter, tu vois, tous ces pièges-là, et travailler plus au niveau nutritionnel, c'est à 2 catégories de personnes. Tu as les personnes qui mangent parce que c'est bon au goût, et celles qui mangent parce que c'est bon au niveau nutritionnel. À savoir, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, tu vois? Est-ce que ça peut nous convenir? Et je te dis, c'est une question aujourd'hui que l'on se pose parce qu'on a accès à tellement de choix que n'avaient pas accès nos grands-parents. Nos grands-parents, c'est vrai qu'ils souffraient peut-être du manque. Nous, on souffre du trop, en fait. Oui, bien sûr. Trop de choix. Oui, et j'ai pu le constater en voyageant aux États-Unis, par exemple, en faisant un peu de travail de recherche, en fait, pour un livre futur, dans les quartiers très pauvres aux États-Unis, surtout la côte Est, donc c'était Baltimore et Washington. Et j'étais stupéfait de voir le niveau d'obésité, mais ce n'est pas l'obésité technique dans laquelle je tombe quand on fait un ratio masse, dans laquelle Schwarzenegger tombe d'ailleurs. Peut-être toi aussi, finalement. Oui, Si j'ai une UMC qui est supérieure, bien sûr. Mais là, on tombe sur des gens qui sont... enfin, c'est gigantesque comme masse. On voit bien qu'il n'y a pas de muscles. Et tu les suis dans les marchés, dans les supermarchés, et tu les vois. Et alors, effectivement, ils vont vers quelque chose qui ne coûte pas cher. Parce que un sac de 5 litres de Doritos, c'était $1, et un pack de 2 litres, enfin, ou 3 litres, je ne sais pas combien ça fait un gallon, 4 litres, c'est $1,99. Et à 5 litres de Doritos et un Coca et 4 litres de Coca, ça nourrit la famille pour un repas, au niveau des calories en tout cas, et ça leur permet de bouffer pour $3. Et c'est juste, il n'y a pas un légume, il n'y a pas un truc. Je pense que les gens ont oublié ce que c'est que du poisson, ce que c'est des légumes. On en avait parlé, des enfants qui dessinent les poissons en faisant des cubes, des carrés, parce que c'est les fish sticks qui... Et donc, il y a une partie de la population qui a été, qui en plus payé pour acheter des trucs dégueulasses aux entreprises des pharma parce qu'ils tombent malades, et la nutrition, qui ont été lâchés par le modèle de la société humaine. Ce sont des sortes de trucs qui sont des pompes à fric avec une vie misérable, une nutrition misérable et une vie malade tout le temps. Ils sont là, ils sont encore vivants parce qu'il y a de l'argent à faire dessus pour les multinationales. Mais en fait, tu te rends compte, en plus, psychiquement, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien de la naissance à la mort. Ils meurent à 40 ans, ces gens-là.
dans les ghettos noirs. Enfin, il y a de la violence. Alors, je caricature un peu, surtout je fais une moyenne, parce qu'évidemment, il y a des exceptions. Mais c'est terrible de constater ça, qu'on a une partie de la population mondiale qui, en fait, n'est maintenue en vie que pour faire tourner une machine économique, mais qui n'a plus rien d'humain en réalité. C'est vu par la machine économique comme du bétail, comme un animal. Oui, comme la matière à produire, en fait. C'est pour ça que je dis l'étape suivante, c'est de les recycler en boucle, en circuit fermé, quoi, et c'est assez terrifiant. Moi, je ne crois pas qu'on en arrivera là, parce qu'on se plante avant. Mais enfin, c'est un avenir possible terrifiant. Oui, après voilà, c'est pas la problématique de ceux qui nous écoutent. Je pense pas. Tu vois, tu parlais du sucre et tu parlais du miel. Le miel est un produit juste, est un aliment. C'est pas un produit, c'est un aliment qui est incroyable, le miel. Vraiment incroyable. Tu peux en donner à un enfant juste avant qu'il aille dormir, tu vois, parce que c'est vrai que tu vas faire un petit pic de glycémie, mais c'est bien, parce que ça va aider à l'endormissement, tu vois. Donc on peut, tu vois, une cuillère de miel, quand tu la gardes un peu en bouche, je t'assure que c'est tellement fort au niveau du goût sucré que ça peut, je dirais, satisfaire tes papilles, tu vois, et ton désir comme ça de sucré. Donc il vaut mieux s'adonner à du miel, sans forcément bien sûr manger tout le pot, on est d'accord, tu vois. Mais tu peux devenir expert de miel, tu vois. Tu as du miel de châtaigne qui est très fort, le miel de thym qui est extraordinaire, le miel de manuka, là, peut-être pour la guérison, lorsqu'on a des maux de gorge, etc. Ne serait-ce que le miel qu'on va trouver chez le petit apiculteur du coin, voilà. Ces gens-là, tu leur fais plaisir, tu sens quand tu leur achètes un pot de miel, putain, le mec, il te donne un peu de lui, quoi, tu vois. C'est une passion, l'apiculture, tu vois. Non, Et, tu, il faut maintenir. Non, j'en ai là. Enfin, j'avais un peu mal à la gorge il y a 2 semaines. ouais, J'ai pris des. avec de l'huile essentielle, je Euh, vois, ouais. ouais, avec l'huile Ouais. essentielle, donc faut pas en prendre trop, mais bref. Non, non, et c'est vraiment important. Alors, pour revenir, je vais donner une anecdote pour le système de santé. Je vais vous donner 2 exemples. On est entre nous, donc Ouais. ça va. Ma fiancée a un problème de pancréas. Elle fait de la pancréatite. Ok. Pas parce que c'est une russe alcoolique, mais c'est génétique, c'est comme ça. Et quand elle mange gras, alors la première fois que je lui ai fait une tête de veau à la maison, on a fini à l'hôpital. Ok. Et tu vois, c'est parce que c'est trop gras, alors son pancréas part en tilt et il produit trop, et Ouais. ça fait très mal. Et donc, on a fini, comme on était à Genève, et c'était tard, et qu'elle voulait absolument aller à l'hôpital français parce que c'est gratuit, puisqu'elle habite en France. Eh bien, on est allé à Annemasse, une ville à côté de Genève. Mhm. Et donc, on a attendu 3 heures pour avoir le premier diagnostic. Alors qu'elle sait se soigner, il suffit de faire une injection de liquide physiologique pour diluer un petit peu le sang, pour diluer ces enzymes, je suppose, que produit en trop le pancréas. Bon, alors comme je baragouine un peu le turc, ça s'est très bien passé. Et bon, c'était gratuit, mais on a passé la nuit à l'hôpital. Elle a fini par de guerre lasse aller dans une pharmacie de garde où j'ai pu acheter le liquide physiologique, et je lui ai fait une intraveineuse moi-même. Bon, compliqué quand même. Autre exemple, on va passer chez les riches, à Genève, 4 km de distance à travers la frontière. La semaine dernière, exactement il y a 8 jours, je me suis fait opérer. J'avais besoin de faire une petite opération, et alors malheureusement, elle n'est pas couverte par le système de santé suisse, parce que c'est un peu pour réparer une connerie que j'ai fait il y a 9 ans. En Ouais. fait, après mon 4e enfant, j'avais fait une vasectomie. Et Ok. finalement, c'est une connerie, parce que moi, peut-être qu'il faudra que je repeuple le monde, on ne sait pas, peut-être que je serai le Ouais. dernier survivant. C'est Donc, intéressant parce que j'en ai parlé dans le club, il n'y a pas plus tard que dimanche dernier. Ouais. Ouais. après 6 mois d'attente, j'ai pu enfin obtenir ma date d'opération. C'est 3 heures, hein, c'est vite fait. Ils remettent tout en place comme avant. Très bien. Tu rentres le matin, tu sors le soir, impeccable, tu es traité. Alors, ils t'amènent, ils te disent qu'est-ce que vous voulez, des tartines avec du beurre, du miel, nanana. Enfin, c'est voilà, tu as rendez-vous, Ouais. tu y vas, ils opèrent. Il y a les robots qui font la moitié de l'opération, les machins, tout ça. Bon, Et tu payes. formidable.
je baragouine tunisien, donc l'anesthésiste, on s'est très bien entendu tout de suite. Bref, tout s'est super bien passé. Tu sais combien ça m'a coûté? 16 000 euros. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas couvert par l'assurance. Voilà. D'accord. Mais en fait, d'accord, tu as fait l'opération ou tu as fait l'opération inverse là? Ah non, c'est l'inverse, pour Ah, remettre en place le l'inverse, parce bidule. que justement, tu vois, je traitais de ce sujet avec Pierre Etchard, justement, parce qu'en ce moment, on fait la promotion de la vasectomie. Là aussi, Ah bon? et pour moi, Ah, ah ben oui, toi? Non, le système. système. Oui, non, Ah oui, pas moi, non. Moi, je suis les plutôt blancs, là. évidemment. Bon, j'ai pas de leçon à donner puisque j'ai pas d'enfant, malheureusement. Voilà, mais bon. Donc, c'est vrai que le système fait la promotion, voilà, de toute façon, d'une sexualité non reproductive. Et la Alors, vasectomie en fait partie. Et j'avais justement, on se demandait si cette opération, parce qu'apparemment il y a très peu de succès pour revenir comme ça à l'état normal. Toi, ça s'est bien passé? alors, bon, on va partir sur ce sujet-là. En Oui. fait, bon, la vasectomie peut être faite de deux manières. Soit ils coupent complètement Le petit les canal, en fait, en ouvrant la petits peau. canaux. Ouais. Alors, ça marche, tout le reste fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais soit ils coupent définitivement ce canal, parce qu'une fois que c'est coupé, soit ils font un nœud. Ah, ok. Euh, et en fait, c'est une vasectomie réversible, celle que j'avais faite, parce que quand même, je me suis dit, bon, Ah, alors d'accord, elle il y n'est a des pas chère, vasectomies réversibles. Ok, tu vois, je n'étais pas au tout à courant. fait, Ok. c'est ce que j'ai fait. Alors, à l'époque, donc ça coûte pas cher, hein, c'est très vite fait, c'est 15 minutes sur une table d'opération, anesthésie locale. Tu as juste un monsieur avec des lunettes qui te tripatouille les coucouillettes pendant un quart d'heure. Mais bon, il y a pire dans la vie, donc ça va. Et puis c'est vite fait et c'est quasiment certain que ça fonctionne. En revanche, pour inverser la chose, en fait, ce qu'ils doivent faire, tu trouves les vidéos sur Internet, c'est assez fascinant. En fait, ils doivent reprendre là où ils avaient fait cette ligamentation, ce nœud. Ouais. Là, ils sont obligés de couper, mais c'est fraîchement coupé, et de remettre et de réattacher avec de la microchirurgie qui Wow. refait des micro-points de suture. Et là, Wow. aujourd'hui, c'est fait avec un robot. Wow. Les 16 000 euros que j'ai payés, il y avait 3 000 balles pour l'utilisation du robot, déjà. 2 000 balles pour l'anesthésiste, 3 000 balles pour le médecin. Tac, tac, Et pour tac, les parce que, tartines au beurre, les tartines beurrées aussi, et- alors, c'est là que 500. c'est drôle. Alors, il y a taxe opératoire, machin, tout ça. Et la chambre d'hôpital est 600 euros par jour. C'était. Et c'est justement voilà, c'est cette médecine à deux vitesses que j'ai connue à Montréal, hein, voilà, donc Et, c'est et donc, juste pour terminer sur la vasectomie en elle-même, le taux de succès de 90% aujourd'hui. C'est-à-dire 90%, 6 mois après le fait de remettre tout en ordre, tu es de nouveau parfaitement fertile comme avant. ok. Donc, Bah, 9 tu vois, sur 10, c'est une information qui enrichit notre émission de dimanche, tu vois. Ok. voilà. Et donc, Je t'inviterai si il faut pardon, reparler vasectomie, je te ferai témoigner alors. voilà, mais Mais- parenthèse fermée. ouais. Eh bien, cette médecine à deux vitesses que tu viens d'évoquer, ça, ce sont des exemples un peu comme ça, triviaux, mais que je connais personnellement maintenant. Mais t'imagines, pour des cas, alors tu sais, on parle aujourd'hui d'une augmentation de mortalité très, très importante, et je pense qu'elle est multifactorielle, et en partie, elle commence à être due aussi à cette médecine à deux vitesses. Il n'y a pas que ce que l'on sait. Il y a Ouais. aussi des gens non traités, des gens qui auraient dû être soignés, qui n'ont pas été soignés, mais il y a de plus en plus, et ce que tu décris en France, où tu passes la nuit dans le couloir, c'est courant en Angleterre, c'est courant aux États-Unis, et la question n'est pas de dire est-ce que c'est juste, c'est pas juste, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. La vraie réponse, c'est qu'en fait, on a dépassé un stade d'efficacité, un stade d'efficience Ouais. qui pourtant était le nôtre pendant un siècle, Ouais. pendant 80 ans en tout cas. Et ça pose un questionnement. Est-ce que c'est parce qu'on est trop? Est-ce parce qu'on n'a pas assez de soins? Est-ce que parce qu'il y a trop de budget qui part pour des conneries et pas pour des choses essentielles? Ou est-ce que c'est parce qu'on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent vraiment? Parce que moi et toi, on ne nous demande pas si l'argent doit partir pour les hôpitaux ou pour l'Ukraine, pour les hôpitaux Ah, mais c'est ou scandaleux. pour autre chose. Et en Suisse, d'ailleurs, on se bat beaucoup là-dessus parce que, du fait de la démocratie directe, Mm. on essaie de maintenir un système de santé qui est abordable même pour la vitesse inférieure. Ouais. Et c'est encore le cas, mais c'est très très cher. C'est très très cher. Ouais. Parce que t'imagines, Ouais. 3 heures d'opération et une demi-journée à l'hôpital. J'ai pas dormi, hein. Je suis parti le soir.
Ouais, ça mais j'étais douille. dans ma kill, mais 16 000 euros. Ouais, ça douille. Enfin, Ça 17 douille. 000 avec le coup de chance. Ça douille. 16 000 francs Mais suisses. c'est vrai, tu vois, pour en revenir aux fondamentaux, l'alimentation en fait partie. Et si on arrive comme ça, à se soustraire de cette addiction, de devenir un petit peu moins, voilà, devenir un petit peu moins gourmand, et puis éviter d'acheter des choses qui ne servent à rien, quoi. Les biscuits, l'apéritif, ça sert à quoi, tu vois. Donc, les prix vont augmenter. Alors, moi, je dis, c'est un mal pour un bien. Voilà. On va éviter voilà, il faut éviter le superflu. Tiens, tu sais, dans le tome 2, là, j'ai retrouvé un ticket de rationnement de 1915 qui dit à la population, voilà, supprimez de votre assiette tout le superflu. Donc, je vais en faire des tickets. En fait, c'est mon prochain régime, tu vois. Donc, voilà, supprimez de votre assiette tout le superflu. Et tu verras que tu vas revenir sur une alimentation qui va être beaucoup plus simple et tout. La difficulté, c'est de convaincre les enfants. Parce que c'est pour moi les premiers touchés. Les enfants, voilà, des générations, les milléniums, quoi, tu vois, qui ont grandi avec ça, et qui ont été addicts à ce goût-là et qui vont pas comprendre. Qui vont pas comprendre, mais pourquoi, tiens, mon petit copain, il mange ça, ou je vais à un gâteau d'anniversaire, ben, je vais avoir ci. Alors, il faut lâcher la bride, il faut leur expliquer, oui, tu peux faire, voilà, ponctuellement, tu peux faire des écarts, mais quand tu es à la maison, voilà, j'ai un enfant aujourd'hui, ça te plaît, tu veux bien le manger. Aujourd'hui, on est en train tu vois, de supplier le gamin pour qu'il mange du verre ou des légumes ou des choses comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est multifactoriel, c'est la société également qui a évolué, il faut qu'on fasse avec. Et aujourd'hui, enfin, avant, j'ai été longtemps un lanceur d'alerte, bien que je fournissais des solutions également, en tout cas des pistes de réflexion, mais aujourd'hui, je veux vraiment fournir, tu vois, des solutions, me remettre, tu vois, dans ces recettes simples, ces petits trucs, donner envie, quoi. Donner envie, sans que ce soit Alors, une obligation. Donner envie comme toi, tu donnes envie de devenir un peu résilient, d'avoir comme ça une démarche, tu vois, de prévoyance. Je pense qu'on peut intégrer vraiment cette alimentation dans cette problématique dans notre quotidien, qui ne doit pas être en fait une problématique. non, non, il y a tout à fait, je veux dire, il y a un super business à faire là-dessus. Mais il y a effectivement vraiment voilà, une demande, un besoin. Et malheureusement, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont complètement perdus. Parce que tu donnes l'exemple des enfants. Alors, j'ai 4 enfants pour l'instant. Et ils ont leurs qualités, leurs défauts comme tous les enfants. Et je me rends compte que fort heureusement, en tout cas du point de vue de nutrition, euh, peut-être parce que c'est aussi notre psychologie familiale où on n'est pas rigide, on essaie d'avoir des principes, mais après on est souple dans leur application. Donc oui, de temps en temps on bouffe McDonald's, de temps en temps on se fait une pizza, de temps en temps on se fait un repas devant un film à la télé. Mais l'essentiel du temps, depuis qu'ils sont petits, ça a été de manger ou de goûter toutes sortes de légumes, etc., quitte à faire des efforts par rapport à ma génération où je devais systématiquement finir toutes les assiettes. Alors en plus, c'était vachement bon ce que cuisinait ma mère, mais en plus, il fallait finir. Et donc, c'était scandaleux de ne pas manger du pain avec ce que tu bouffais. Donc je me suis habitué, pain, pâtes, en plus des légumes et de la viande, etc. Et alors qu'en fait, je me suis désintoxiqué de tout ce qui est pain et pâtes. Je ne cours plus après. Ça c'est un grand avantage. En revanche, tu sais que tu m'as intoxiqué la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait goûter un excellent jus gingembre, curcuma. C'était un truc Citron, ouais. extraordinaire que Ouais, tu fais ouais. préparer. Mais à côté, tu m'as dit, tu sais, il y a une boisson extraordinaire, c'est le lait de coco. Enfin, le lait, oui, L'eau de l'eau de coco. coco. Putain, j'ai commencé à en boire. Et c'est plein de calories, ce truc-là. Et je me disais, putain, Puis ça devient moi, cher. et je maigris pas, je comprends pas. C'est parce que j'étais accro au coca. Je crois que tu as été Ouais. aussi, t'as eu aussi cette Oui, phase, ouais, malheureusement, tout à fait. parce que c'était l'époque, les années 80, tu Ouais. buvais du coca, c'était génial et tout, c'était froid. Tu voyais ces photos avec le ou la top modèle avec les perles de transpiration qui buvaient. Bon, alors je suis passé à l'eau de coco et j'en ai bouffé matin, midi, soir. Et je me disais, putain, après le sport, etc., je me disais, Ouais. putain, c'est vachement bon ce truc. Et je dis, mais je regarde sur la balance, je dis, mais putain, j'ai arrêté le coca et je perds pas de poids. Le reste est pareil, mais après, je suis allé voir les calories après des années, Ouais. comme un con. Je pensais que c'était de l'eau un peu avec du goût, mais non, c'était vraiment très sucré ce truc. Ah, c'est vachement bon, mais j'ai arrêté ça aussi.
Ouais, après, ça dépend de l'eau de coco, tu vois. Moi, je reviens de ce type de produit. Parce que c'est vrai que nutritionnellement, c'est très bon, mais rien ne vaut l'eau de coco fraîche, en fait. Celle qu'on boit, elle est pasteurisée. Donc déjà, la pasteurisation, voilà, moi, je suis pas trop fan et pour de multiples raisons, hein, voilà, parce que quand tu cuis à forte température un aliment, forcément, tu le dégrades, tu vois. Donc il y a de l'eau de coco aussi avec du sucre ajouté, c'est devenu en fait comme c'est devenu à la mode. Mais bon, payer comme ça 3 voire 5 euros le litre, tu vois, c'est beaucoup trop cher par rapport aux bénéfices qu'on peut avoir. Tu bois de l'eau, tu manges une date Voilà, derrière, tu prends une c'est banane, ça. tu vois, revenons sur des trucs, et encore, je te cite là. Bon, la date, ça va, on peut en avoir régulièrement et tout, mais je pense pas que nos grands-parents mangeaient des bananes, quoi, tu vois. Non, les bananes, C'est c'est à vrai, peu hein. près l'exposition C'est, universelle, c'est ouais, en 1900. c'est ça. Avant, ça n'existait pas, Eh quoi. ouais. Enfin, il n'y avait pas Donc, énormément. donc voilà, puis après, on va pas revenir sur la production aussi de bananes avec des injections pour garder comme ça, pour la Oh, conserver le plus longtemps possible. importer la noix de coco fraîche de saison. Bah écoute, tu sais, c'est l'un qui a fait ce business, c'est Thierry Casasnovas, hein, donc qui Oui, a oui. voilà, qui a importé une noix de coco fraîche. Donc voilà, en fait, ce sont des aliments que tu vas manger si tu es dans les îles, que tu vas boire, voilà, l'eau de coco, mais comme consommer comme ça un aliment qui est pasteurisé en Tetra Pak, avec voilà 5 euros le litre, voilà, c'est déconné. Moi, je reviens aujourd'hui vraiment sur beaucoup plus de simplicité. Tu vois, je renie pas du tout le travail que j'ai fait par ailleurs. Tu vois, je continue à manger de la spiruline. Il y a de super aliments, etc. Mais j'ai découvert les vertus, tu vois, de la noix. La noix, pour ceux qui peuvent la digérer, parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques, hein. Donc moi, j'appelle ça la noix de Grenoble. C'est un oléagineux, en fait, qui est juste magique, extraordinaire. Il y a un oméga 3 en fait, dans la noix qui est vraiment spécifique, qui n'existe nulle part ailleurs, qui est super antioxydant. Donc voilà, les noix, en fait, c'est des produits qui sont magnifiques. Tu vois, c'est très simple, c'est bon. J'attends Le, avec le- impatience le réchauffement climatique parce que les noyers, la noix de Grenoble, ouais. euh, comme on dit effectivement en France, elle, elle pousse jusqu'à 800 mètres. Et moi, je suis à 1000 mètres. Et j'ai planté 2, 3 noyers, ils sont morts. Ils n'ont pas tenu. Enfin, Ouais. donc, avec un peu de chance, bientôt, on va pouvoir planter un peu plus haut parce que si tu as raison, c'est un fruit. Non, mais je plaisante, on va pouvoir les Ouais. acheter. C'est pas très Euh, cher en fait, tu vois. Voilà, non, quand non, tu non. les prends, bien sûr, avec leur coque. Donc là aussi, bah, il faut un peu de temps le matin ou alors le dimanche après-midi. Là, tu peux faire, tu vois, une séance avec tes gamins. En plus, tu as la 4. Donc voilà, ça va trop vite. Tu prends, tu vois, 5-10 kilos, vous la laissez vous la mettez dans les bocaux à la cave, etc. Voilà, ça va pas forcément s'oxyder. Mais le mieux, c'est de garder ces noix. En plus, voilà, ça, c'est un truc de survivaliste, ça, la noix quand même. Parce que tu peux les garder, elles se conservent. Hein, Une il y a rien. Hein. Ouais, année, ça tient bien une année. Après, ça a tendance à à rancir, mais, rancir? Ok. mais, mais c'est bien. Une année, c'est bien. Tu vois, Noix, noisette. casses le matin, même si tu n'as pas un casse-noix, ben, tu la mets dans un chiffon, tu prends un support et puis tu vas te casser comme ça la noix, tu la dépiotes. Voilà, moi, c'est magnifique. Moi, j'en prends tous les matins avec mon petit déjeuner, tu vois. Je pensais à toi, je fais une émission là sur les endives. Tu vois, les endives, ça fait pas forcément rêver et tout, mais bon, c'est une endive. En fait, c'est comme tous les légumes amers, tu vois. C'est magnifique, magnifique. Et en fait, j'ai fait une recette de tarte tatin à l'endive, en fait. Ah, J'ai remplacé les pommes par les endives. Donc, tu prends une endive, bon, là, je t'ai donné la recette, c'est très simple. Tu prends l'endive, tu vas la couper en deux. Tu en prends voilà, trois ou quatre. Tu vas dans une casserole, tu vas mettre du sucre avec un petit peu une noix de beurre. Tu vois, tu fais donc revenir ce sucre qui va caraméliser. En fait, tu mets les endives, le côté coupé, donc sur le sucre. Tu vas couvrir, tu baisses le feu, tu laisses 5-10 minutes, tu vois, à caraméliser. Tu vois. mhm. Après, tu vas les poser donc dans un plat à tarte, une tarte tatin, quoi, tu vois, tu vas les poser, tu rajoutes des noix de Grenoble, tu peux rajouter du fromage, alors là j'ai mis du roquefort, tu vois, et tu vas couvrir avec une pâte feuilletée. Tu mets au four comme ça, je crois, 10-15 minutes, et puis tu retournes, tu as une tarte tatin, mais qui est à l'endive. Tu vois, salé avec le roquefort, la noix, tu vois, Ouais. et tu, Non, tu, tu vois, c'est des tu m'as recettes donné vraiment qui sont. là. Oui, je suis sûr que tu vas le faire. Je t'enverrai la recette. J'ai des endives J'ai parce des qu'elles se endives. conservent en Ça l'hiver se dans conserve du bien, sable. ouais. Ouais, ouais.
avec les carottes et tout, ça se conserve. Donc là, je vais pouvoir prendre les endives de l'automne là et de les mettre. Mais tu sais, Et pas mal. l'endive, tu sais, ça se marie bien aussi avec le kiwi. Tu peux faire endive, kiwi. Tu prends du comté, tu peux prendre du comté, tu vois, un fromage quand même un petit peu fort, tu vois. Et bien sûr, toujours les noix de Grenoble. Les noix se marient très très bien avec les endives, tu vois. Mais là, tu te fais des salades avec la petite vinaigrette, vinaigre de cidre, tu vois, avec un petit peu de miel, sauce sucrée salée. Non, mais tu te tapes le cul par terre, tu vois. Oui, oui, Et ça, non, c'est non, mais frais, même en hiver, quoi, tu vois. Ça, c'est une belle entrée. Voilà, ça, c'est, tu vois, des choses qui sont magnifiques, qui coûtent pas forcément très cher, qui sont rapides à faire. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me relancer, tu vois, là-dedans, pour donner envie et puis montrer que c'est pas compliqué, en fait. La cuisine, on fait pas la cuisine de grand chef, hein, toi et moi. Tu vois, c'est plus de l'assemblage, c'est... Ah oui? À toi, peut-être. oh non, on va pas faire de la moléculaire, mais j'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, je me souviens que le défi était lancé il y a 10 ans et il est toujours open, parce qu'on n'a pas encore réussi à s'organiser pour que tu viennes nous Ouais. voir à la montagne. On va le faire. C'était le concours, entre guillemets, un concours très amical de cuisine, parce Ah que ouais. Ok. c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. Alors, effectivement, c'est pas de la cuisine moléculaire. Il y a des trucs que je ne fais pas. Par exemple, effectivement, tu parlais d'endives au four. Euh, voilà, tu m'as donné des idées sans la pâte pour faire la tarte tatin. Donc, je vais faire simplement comme des poires au vin. Je me demande si je peux faire des endives au sirop, tu vois, ou des endives au vin Ouais. avec alors salé ou sucré, etc. Je Et, pense que et- et oui. j'ai la chance de découvrir, par exemple, en ce moment, puisque ma fiancée est russe, découvrir depuis 2 ans, en fait, une cuisine très simple, parce que les ingrédients sont moins variés. Il n'y a pas une tradition culinaire comme la France, qui est peut-être avec l'Italie et le summum du monde hein, dans la cuisine. Et, euh, et là, en revanche, je découvre une cuisine qui est très très simple, avec des éléments, comme tu venais de le dire, qui sont très séparés, où tu perçois le goût, etc. Alors, il faut, il faut ségréguer entre les trucs un peu lourds d'hiver, avec beaucoup de mayonnaise et trucs. Bon, ça, on n'est pas obligé de l'apprendre, mais celle qui est très simple, où voilà, on utilise les légumes, on utilise le poisson, parfois cru. Ils ont aussi les sushis en Russie, mais Ah c'est du oui? hareng, c'est Ok. des poissons froids, de mer Ok. froide qui conservent, Ouais. qui découpent et qui préparent dans des salades Hmm. crues. Il y a plein de manières enfin, peu importe le type de cuisine, mais effectivement retrouver le goût, parce que tu vois, moi, la gourmandise, j'aime ça. Le goût, Ah oui, j'aime ça. C'est un des plaisirs de ce la que vie. je te ferai, Pierrot, tu vas te taper le cul par terre, je te dis. C'est pas, ça va pas être sans goût ni rien, tu verras. Non, non, Et formidable. Et c'est que cette gourmandise, elle est nécessaire, mais elle doit être maîtrisée pour pas que ça devienne vraiment l'habitude. C'est qu'un repas, et ça, j'ai un ami que je te présenterai, Patrick, si tu nous regardes, qui lui, même quand il habite seul et qu'il est tout seul, il se fait des repas de restaurant, parce que lui, en plus, a une formation de cuisinier, et il met voilà, les plats en porcelaine, les couverts en argent, les verres en cristal, le vin à la bouteille qu'il évidemment il consomme sur plusieurs jours, et il se fait des repas, même quand il mange tout seul, chez lui, qui sont des cérémonies, qui sont c'est le rituel. voilà, pour apprendre à être tranquille, manger tranquillement et avoir ce moment de pause dans ce que l'on fait. Et ça, c'est une erreur que je fais beaucoup. Je bouffe en train de travailler, en travaillant, parce que c'est une très mauvaise habitude. Et donc, on pourrait d'ailleurs, lui serait quelqu'un de très intéressant à interviewer, parce que il a une raison. C'est pas juste une habitude. Il le fait pour vraiment casser la routine ou l'habitude habituelle, enfin, l'habitude de la journée ou Hmm. de prendre plaisir dans ce moment, seul ou accompagné ou avec des amis, etc., ou une de ses nombreuses conquêtes, d'avoir ce moment où on a le plaisir de la nourriture, parce que ça représente un patrimoine, une histoire, un goût, une nutrition, un lien avec les autres, un moment de partage. Enfin, voilà, bref. Donc, tu vois, on est loin de l'insecte que tu as mangé comme ça en branchette au coin d'une rue en Afrique ou en Asie. C'est Mais, c'est- euh, c'est mais bon, tellement triste, tu vois, je dirais, d'avoir comme ça uniquement des plats préparés. Euh, la- Faire la cuisine, c'est beaucoup plus que juste se nourrir.
vraiment. Bon, tu vois, là, on n'a jamais eu de la vaisselle, que ce soit en Mauricie, même ici dans le cabanon de mon grand-père. Donc, ben, je prends plaisir, moi, à faire la vaisselle. C'est moi qui cuisine. Valérie, bon, elle s'occupe plutôt plus du jardin et puis de plein d'autres choses. Mais voilà, moi, j'ai gardé ce goût, tu vois, de cuisiner. Et comme on dit, après, je nettoie les outils, quoi, tu vois. Donc, je fais la vaisselle. Mais ça me perd. Bon, c'est vrai qu'on est deux, on n'est pas une famille aussi, tu vois, comme toi, avec voilà, 4 enfants. Mais c'est un moment aussi de réflexion. Puis partager comme ça une nourriture que tu as cuisinée toi-même ou préparée toi-même. Il y a pas d'équivalent en fait. Il n'y a pas d'équivalent. Ou alors peut-être il faut s'appeler Klaus Schwab, tu vois, et avoir tout un tas de serviteurs pour te faire. Voilà, c'est vrai que je pense qu'à l'Élysée ils mangent très très bien, quoi, tu vois. Donc voilà, ils ont des gens à leur service. Mais bon, on parle donc du commun C'est des toi qui mortels. paye. C'est C'est toi qui toi qui payes en paye pour. plus. C'est- Mais en plus. Et, tu parlais des enfants, tu vois, un truc qui m'a fait très plaisir. Tu vas voir à quoi ça tient quand on a euh, les grands plaisirs de la vie, en fait. C'est que la semaine dernière, les enfants étaient ici avec moi, avant mon opération, donc. On avait, voilà, je leur ai dit, voilà, on va cuisiner, mais vous allez m'aider. Je suis allé prendre les pommes de terre du jardin qui sont sorties de terre cet automne, que je garde donc j'ai fait 2 stocks, un que je vais replanter et un qu'on consomme. Je vais prendre évidemment celui qu'on consomme. J'ai posé, je dis, voilà, vous allez les peler. Et on a cuisiné ensemble. Donc ils ont pelé, ils ont travaillé, ils ont épluché les pommes de terre et tout. Et quand ils ont mangé, là, j'ai fait de la purée avec ces pommes de terre avec un peu de lait, du sel, du clou de girofle, un truc bien. Et quand les 4 enfants te disent, papa, c'est la purée qui a le meilleur goût qu'on a jamais mangé de notre vie, ça fait plaisir. Mais bien c'est parce sûr, qu'ils ont bossé, ils ont contribué à la faire, eux. bien sûr. Et ça, c'est des grands plaisirs de la vie qui Donc, valent leur pesant d'or, tu vois. ouais. On peut donner aussi un conseil, tu vois, à ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément toujours je dirais la maîtresse de maison qui fait je dirais le repas. Mais voilà, éviter de dire alors, chérie, quand est-ce que c'est prêt? On passe à table. S'intéresser, en fait, voilà, à ce que fait l'autre au niveau de la cuisine. Peut-être pas mettre la main à la pâte, je dirais, on a chacun aussi ses occupations, mais, respecter, je pense que vous le faites de toute façon d'ores et déjà, mais respecter la personne qui cuisine. Tu vois? Oui, alors c'est vrai que Pourquoi après, tu ris? non, parce que mon ex-épouse déteste ma cuisine et moi je détestais la sienne. Si vous êtes bien trouvé. Ouais, pas de chance. En revanche, c'est vrai que pendant que l'un cuisine, l'autre peut mettre la table et avoir une conversation et contribuer. Les enfants contribuent. Après, il y a les règles non dites qui se mettent en place. Celui qui met la table, il débarrasse pas, et celui qui n'a pas mis la Ouais, table débarrasse. ouais, Et voilà. Et puis, alors moi, je suis dans la survie, mais en même temps, on a une machine à laver pour la vaisselle. ouais. Donc voilà. Parce qu'à 6, Bien ça sûr, fait ben oui, beaucoup. ben oui, ben oui, bien sûr. Non, mais tout ça, c'est un tout. Et donc, peut-être pour conclure, le fait que les insectes, ça nécessite d'être attentif, de faire gaffe, qu'est-ce qu'on nous fourgue encore une fois. Mais de toute façon, nous devrions déjà l'être avec tous ces additifs, Comme je t'ai dit en introduction, 30 000 molécules quand même qui sont en circulation, il n'y en a que 3 000 qui ont été testées, il y en a 10% donc, qui sont cancérigènes. Donc voilà, et ces molécules-là, je pensais à Corinne, ouais. C'est Corinne ouais. Boucher, ouais. Elle nous, Corinne Boucher. elle nous avait fait un livre génial. Je ne sais pas s'il est mis à jour, mais en tout cas, il est toujours valable. Ouais. C'est un livre que nous devrions tous savoir, qui nous permet voilà, d'identifier en rouge tout ce qui n'est pas bon. Il y Il en n'y a a que du beaucoup, il y a rouge. beaucoup de rouge, ouais. Il y a beaucoup de rouge. Ouais. Et donc, par rapport à ça, les insectes, c'est encore peu de choses. Parce que ça, on l'a déjà depuis. Voilà, comme tu dis, on Mais entend. les insectes en tant que tels, au niveau nutritionnel, dans tous les cas, ils vont être pasteurisés. Voilà, il va y avoir peut-être des allergies, etc. Mais bon, L'aspect c'est pas si bactérien pire. n'est pas le sujet. C'est plutôt l'aspect, je dirais, symbolique. C'est vrai que le symbole quand même est relativement fort.
Et voilà, après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais pour en revenir vraiment à l'alimentation, tu sais que moi, j'adore parler de ça. Donc, si tu veux faire revenir, ce sera vraiment avec grand plaisir. Mais ne serait-ce, tu vois, pour donner un petit peu des idées, tu vois, j'avais parlé des conserves de maquereaux, tu vois, les conserves de maquereaux, les conserves de sardines. En France, quand même, on est un gros producteur, Ah tu ouais. vois, comme ça, de petits poissons. Ça, c'est vraiment le truc du survivaliste. Ah oui. Et puis, on peut manger quasiment tous les jours, tu vois. Mais il faut Ah, mais savoir les préparer. On peut même les manger dans la boîte, tu vois. Tu arroses d'huile oui, d'olive si elles ne sont pas à l'huile d'olive. Tu vas rajouter bien sûr de l'ail. Moi, je suis un gros mangeur d'ail, hein. Vous savez que l'ail, il y a des produits magiques comme ça, le citron, l'ail, des choses que tu peux trouver sur ton étal, sur ton marché, qu'il faut intégrer dans notre alimentation tout le quasiment temps, au quotidien. partout, Voilà. Et tous là, les tu n'as jours. pas le problème de gérer de virus intestinaux, etc. Mais tu rajoutes du vinaigre de cidre, tu te fais griller un bon pain, tu vois, de campagne qui a bien au levain, tu vois, avec cette odeur, là, l'odeur du levain, tu vois, avec des bonnes alvéoles, voilà, une bonne miche que tu auras fait griller au grille-pain, tu vois, légèrement chaud, et tu peux, voilà, tu étaler comme ça tes sardines, tu te prends un petit peu de salade, de verre à côté. Moi, tu sais, je prends vraiment plaisir à ça, et je vais quasiment pas au resto. Au resto, j'ai du mal à me faire plaisir. J'ai du mal. Quelquefois, j'essaie à mes addictions. Je suis un gros fan de pizza, mais je mange peut-être épisodiquement, parce que j'ai un peu de mal à le digérer. Et là aussi, c'est un peu un handicap. Tu vois, quand tu manges trop, entre guillemets, sain, ah ben, dès que tu fais un écart, tu le payes. Donc, il vaut mieux comme ça Ouais. garder temps faire des petits écarts, tu vois, pour. Le restaurant à mon avis, hein, c'est mon avis vraiment très personnel, a sa place dans ta vie, dans une vie Bien en sûr. général, pour deux raisons. Pas pour gagner du temps, mais pour deux choses. Tout d'abord, c'est pour des événements où on a envie de marquer voilà, quelque chose à l'extérieur. Parfois, il faut sortir. Euh, et deuxième, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre familial. Parfois, sortir d'un environnement connu permet d'être attentif et donc de passer un certain message, marquer le coup. Par exemple, mon fils, mes enfants, pour leurs anniversaires, on a cette tradition où ils me demandent leur restaurant préféré. Et donc, on va pour marquer le coup. Le deuxième cas de figure, et c'est la chance qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, et c'est plutôt dans les environnements urbains, quoique, c'est d'avoir accès à quelque chose que tu ne sais pas faire ou toi-même parce que c'est exotique. Par exemple, moi j'aime beaucoup la cuisine éthiopienne Oui, ou érythréenne. Bon, no way, je ne vais pas me la faire toute seule, je n'ai bien pas sûr. la culture, je n'ai pas les Ouais, épices, je ne vais pas me remplir ma cuisine de trucs que ouais. j'utiliserai une fois par an. Et je suis passé par là. Et donc voilà, donc par exemple, si je peux aller en ville et aller manger un repas, alors là aussi c'est très convivial, on mange avec les mains, Mhm. etc. C'est une expérience et c'est des goûts que tu n'as pas habituellement. Donc ça permet de sortir finalement, même si ta routine est excellente, de sortir de celle-là. Ça, c'est encore une chance qu'on a dans notre monde, c'est d'avoir accès à. Alors c'est très bobo hein, comme manière de voir les choses, mais il n'empêche que c'est une des richesses que le monde globalisé nous a apportées. C'est une des Oui, rares richesses. Mais celle-là, ouais. elle est bien. Mais tu parles de restaurants, et j'en parle également, ces restaurants entre guillemets exceptionnels où tu vas faire, voilà, tu vas célébrer quelque chose, tu vas sortir avec des amis, etc. Moi, je fais une différence entre ces restaurants et toutes les restaurations de midi. Mais c'est juste effrayant, la restauration de midi. Ah, Combien de personnes aujourd'hui prépare le repas pour le midi? Alors c'est vrai qu'on va pas manger dans sa gamelle. Souvent, on va manger, comme ça, c'est des déjeuners d'affaires. Je connais des amis qui sont encore, bon, VRP, je sais pas si ça se dit encore VRP, mais bon, ils sont toute la semaine sur la route. Ils mangent au restaurant le midi, le soir, si tu veux, ils sont dans un état. Mais alors, c'est même pas possible. Tu vois, et c'est compliqué pour eux. On n'arrive pas à bien pourtant, s'alimenter. Et ça, c'est très et nouveau pourtant, également. Tu vois, c'est très nouveau. ouais, Cette restauration de midi. Tu vois. ouais, ouais. Et Donc, pourtant, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple peut-être un peu caricatural, mais même McDonald's, euh, même eux, ils te permettent de bouffer une salade. Alors, ok, ce sera pas la salade du jardin faite avec amour, mais tu peux faire, si tu fais un petit peu attention, et je suis pas le meilleur exemple pour ça, hein, donc me ouais. prenez pas comme un gourou, mais parce que moi, quand je vais au restaurant libanais, je vais pas prendre juste le taboulé. Je veux ramène le kebab, enfin la brochette de poulet ou d'agneau surtout,
avec du riz au raisin, bref. Donc, tu peux avoir quelque chose, tu peux faire attention quand tu sors. Mais ça demande, encore une fois, d'être conscient de ce que tu fais. Ouais. Et d'ailleurs, une petite astuce que m'a passé ce pote que tu rencontreras quand tu viendras en Suisse, c'est d'avoir une petite minute de méditation ou de pleine conscience, tu sais, Oui. juste avant de manger ou de passer la commande si tu es au restaurant, de te ressentir vraiment tes vrais besoins, que tu n'as pas fait juste faim et tu vas prendre n'importe quoi. De quoi tu as vraiment envie, de quoi tu as vraiment besoin. C'est cette petite minute de méditation, elle te permet peut-être de ne pas te ruer sur ce qui te fait le plus plaisir, mais qui sera ensuite pas idéal. Oui, c'est là où c'est l'intérêt de gérer sa glycémie, c'est-à-dire on gère aussi son appétit. Il ne faut pas arriver à midi avoir envie de dévorer, comme il ne faut pas avoir faim lorsqu'on rentre dans un supermarché, sinon on achète tout et n'importe quoi. Mais reprenons ton exemple de la salade. C'est pas forcément un bon exemple, parce que peut-être une salade, à mon avis, ça te nourrit pas, toi, Pierrot, une salade. Par contre, ça peut nourrir ta fiancée. La salade est la même. Mais oui, tu vas acheter une salade chez McDo, c'est la même pour que ce soit un enfant, une personne comme toi qui fait quasiment voilà, 100 kilos, je pense. Voilà, voilà. Mais bon, on restera là-dessus. 120. Donc, tu vois, une salade nourrit pas un Pyro San Giorgio, quoi. C'est pas possible. Tu vois, on a chacun, voilà, certains besoins et c'est pas si compliqué que ça de se faire, je dirais, son déjeuner pour le lendemain. Par contre, il faut un coin pour le consommer, etc. Mais c'est cette facilité que nous a apporté la modernité. On le sait, tout ce qui est facile, c'est pas forcément bon pour nous. Tu vois, d'avoir accès à cette nourriture, on ne se fait plus aujourd'hui notre nourriture et on va le midi manger avec un copain. Alors c'est peut-être le kebab, ça va être un peu le McDo, ça va être même des restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui font la restauration de midi. Mais cette restauration, tu commandes un plat, quel qu'il soit, et le même pour une jeune fille qui a 20 ans et qui va peser 40 kilos que pour monsieur Piero San Giorgio. Vous allez prendre la même chose, tu vois, et ça, c'est pas logique. C'est un peu comme les vaccins mRNA, c'est la même dose que tu fasses 50 kilos ou 100 kilos. Et puis c'est les mêmes doses pour tout le monde. Après, c'est bizarre, hein, ça fait des résultats bizarres. Ouais. Bon. Non, mais c'est évident. Bref, donc c'est pas de mal avec, on va se manger un bon plat de grillons au verre de farine. Non, j'en ai mangé caramélisé en Chine. Des grillons comme ça. En fait, c'est ce qui les enrobe qui donne du goût. Voilà, ça n'a pas de goût. Par contre, les verres de farine, très intéressant, un complément très très intéressant pour les poules. Déjà, voilà, moi je sais que quand Valérie leur donne des verres de farine, elles pondent beaucoup plus en fait. Voilà, c'est leur friandise et tu vois comme se rue dessus, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, il y a d'excellents compléments et pour en revenir à l'intérêt nutritionnel des insectes, il est réel. En fait, il est réel. Voilà. Très bien. Pour tous ceux qui voudraient, puisqu'on va mettre cette vidéo sur nos deux chaînes, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Gilles, je mettrai dans la description le lien vers ton Patreon et vers tes livres, qui sont extraordinaires. En plus, ils sont beaux, c'est des beaux livres. Merci. Je vois si je ici. Il doit être dans l'autre bibliothèque. J'en ai plusieurs dans l'autre bibliothèque. Et c'est des livres qui valent la peine d'être lus. Ils sont encore très actuels. Il y a des témoignages uniques dedans, des réflexions vraiment intéressantes et qui nous sont un point de départ pour tout le restant de nos vies, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qu'on mange, comment on bouge, comment on réfléchit. Tout ça, ça fait partie d'un tout qu'on essaye auquel toi, moi et d'autres, on essaye de contribuer. Et j'espère que vous ferez l'effort d'aller soutenir Gilles et de lire en tout cas ses livres. Ouais, tu vois, moi je suis. Toi, tu es pas trop sur Instagram. Je te vois pas trop. C'est pas un réseau que tu utilises beaucoup. Ouais. Moi, je m'y suis mis assez tôt. Moi, c'est une belle visibilité en tout cas que m'offre Instagram. Donc, je produis énormément de contenu en dehors aussi de l'aspect payant de Patreon. Tu sais que là, j'ai repris les tournées, donc je fais une date par mois. La prochaine, ce sera à Monaco le 4 mars et je serai certainement en avril à Nantes. Et là aussi, tu vois, c'est terriblement enrichissant. T'en fais moins de conférences, toi? À cause du Covid, on avait arrêté complètement. Ouais. Si j'arrive à sortir mon prochain livre d'ici cet été, d'ici juin 2023 ou octobre 2023, je vais recommencer. Ouais. On verra s'il s'y prête. C'est un thème
se prête peut-être pas aux conférences, ou peut-être que tu me donneras quelques idées. En tout cas, c'est vrai que tes conférences, c'est des shows en plus. Toi, tu as ce côté esthète qui peut-être t'aide à toucher les gens. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas trop à aller sur Instagram. J'y arrive pas. En plus, je suis trop Non. provocant. Donc je me ferais virer tout de suite. J'ai déjà été. Quoique, tu sais, Mais- Twitter a vraiment allégé la censure également. Donc voilà, Ah, après les. je vais toujours aller chercher le truc qui va Oui, mais faire que ça marche. si tu fais exprès, donc. Ouais, je sais. Je fais exprès. Voilà. Moi, j'essaye de rester encore, voilà, entre guillemets, underground, et en tout cas undercover, pardon. Mais voilà, je sais la ligne à ne pas dépasser, parce que c'est un challenge, et tu l'as dit très bien aussi. Voilà, on a nos Patreons quand même qui stagnent, quoi. On a besoin de sortir, d'avoir une visibilité extérieure, et le fait comme ça d'être blacklisté au niveau mainstream, même si on n'a pas forcément un public qui regarde le mainstream, ça nous permet également de toucher d'autres personnes et de relayer. Et je pense que c'est grâce aussi aux personnes qui nous suivent et qui relaient aussi, je crois beaucoup au bouche à oreille, tu vois, je crois beaucoup à ce partage qu'ont les gens qui nous suivent et qui ont à cœur aussi de transmettre nos travaux respectifs. Et ça, c'est très gratifiant. Je dirais, je pense on a peu, mais on a voilà, un public de qualité. C'est vrai. Et voilà, qui demande juste à croître voilà, pour nous donner un petit peu plus de moyens. Voilà. Merci en tout cas, Pierrot, pour l'invitation. Moi, j'ai hâte de venir te voir et te mettre la raclée là, en cuisine, Mais carrément. très bien. Voilà. Très bien. Excellent. On filmera la bête en train de cuisiner. Ça, c'est difficile parce que tu es plus grand que moi. Les plafonds sont très justes déjà Ah ouais, pour moi. en plus, tu m'as mis des pièges. C'est bien. Donc, j'éviterai avec un casque. Il faut. Je peux t'en fournir en Kevlar. À très bientôt. Ouais. Salut à tous.